Et si la mort n'était pas une fin, mais simplement un bord que tu crois voir parce que tu es coincé dans un point précis du temps. Depuis plus d'un siècle, les équations les plus précises que l'humanité ait jamais écrites ne trouvent pas le mot « maintenant » dans leurs lignes. Le présent n'existe pas dans la physique fondamentale. Ce soir, nous franchissons une frontière, celle entre ce que tu ressens et ce que l'univers est réellement, entre l'illusion du temps qui passe et la réalité figée, immuable, de l'espace-temps. Albert Einstein, quelques semaines avant sa mort, a écrit quelque chose de bouleversant sur la perte d'un ami. Une phrase de physicien qui sonne comme une consolation cosmique. Nous y reviendrons. Mais d'abord, ferme les yeux une seconde. Les physiciens ont découvert quelque chose de vertigineux. Dans les équations fondamentales de l'univers, le temps n'existe pas comme tu le vis. Pas de passé, pas de futur, pas de maintenant. Juste un bloc éternel où tout coexiste. Alors je te pose la question que tu n'oses pas poser. Si le temps est une illusion, si chaque moment de ta vie existe encore quelque part dans la géométrie de l'univers, qu'est-ce que cela dit de ta mort? Voyage au bord du temps. Ce que la physique quantique cache sur la mort. Ferme les yeux une seconde. Tu ressens ce moment comme une réalité absolue, incontestable. Ce maintenant que tu habites, cette pièce, ce son, cette respiration, ce battement de ton cœur. Il te semble être la seule chose vraiment réelle. Le passé n'est plus qu'un souvenir. Le futur n'existe pas encore. Seul ce présent palpite, vivant, immédiat. Et pourtant, depuis plus d'un siècle, la physique te dit quelque chose de profondément troublant. Ce « maintenant » que tu ressens comme universel, absolu, partagé par tous les êtres vivants en même temps que toi. Il n'existe pas en dehors de toi. Albert Einstein l'a démontré il y a plus de 100 ans avec sa théorie de la relativité restreinte. Deux observateurs en mouvement relatif ne partagent pas le même maintenant. Ce que tu vis à cet instant précis, un voyageur dans une fusée lancée à une fraction de la vitesse de la lumière, vivrait à un moment radicalement différent selon ses propres horloges, des horloges parfaitement calibrées. Ce n'est pas une métaphore poétique, ce n'est pas une approximation philosophique. C'est une réalité mesurable, vérifiée des dizaines de milliers de fois depuis les années 1970. Les GPS dans ta poche compensent chaque seconde cet écart temporel entre les horloges des satellites et les horloges sur Terre. Un écart de plusieurs microsecondes par jour, causé à la fois par la vitesse des satellites et par la différence de gravité. Sans cette correction, les cartes dériveraient de plusieurs kilomètres en quelques heures. Le temps n'est pas universel, il est personnel. Il dépend de ta vitesse et de la gravité qui t'entoure. Ce sont des faits établis, mesurés, intégrés dans notre technologie quotidienne. Pas de la spéculation. Et si chaque observateur a son propre « maintenant », alors il n'existe aucun maintenant objectif, universel, cosmique. Le présent n'est pas une réalité fondamentale de l'univers. C'est une réalité locale, intime, relative à toi seul. Et ça, la plupart des gens ne l'ont jamais vraiment compris, ni même envisagé sérieusement. Nous fonctionnons avec l'intuition newtonienne d'un temps absolu, qui coule de façon identique pour tous, comme une rivière universelle qui emporte toute chose dans le même courant. Cette intuition est pratique, elle nous suffit pour naviguer notre vie quotidienne.
mais elle est fausse, profondément, fondamentalement fausse. Ce que les physiciens appellent l'univers bloc, ou en anglais le block universe, pousse cette réalité jusqu'à sa conclusion la plus vertigineuse. Dans cet univers bloc, le passé, le présent et le futur n'arrivent pas l'un après l'autre, dans un défilé ordonné que tu traverses comme un train sur ses rails. Ils coexistent simultanément, dans une géométrie à 4 dimensions, que ton cerveau, façonné par l'évolution pour survivre dans un monde de fruits à cueillir et de prédateurs à fuir, est incapable de visualiser directement. Ton enfance existe encore. Elle ne s'est pas évaporée dans le néant. Elle est là, inscrite dans la géométrie de l'espace-temps, aussi réelle que cet instant. Ta mort existe déjà, du moins depuis le point de vue de certains observateurs dans l'univers. Et ce moment, ici, maintenant, avec toi en train de voyager dans ces idées, il existera toujours, gravé dans la structure immuable du cosmos. Laisse cette idée faire son chemin en toi un instant. Prends un exemple concret, presque banal. Tu regardes une étoile dans le ciel nocturne. La lumière qui frappe ta rétine a quitté cette étoile il y a peut-être 1000 ans. Tu ne vois pas l'étoile telle qu'elle est. Tu vois son passé. Et si elle a explosé entre-temps, tu contemples l'image lumineuse d'un astre qui n'existe plus. Pour toi, ici, maintenant, cette étoile est vivante. Pour l'univers, elle est morte depuis des siècles. Quel, maintenant, est le vrai? Cette absence de maintenant universel a un nom technique en physique, la relativité de la simultanéité. 2 événements qui te paraissent simultanés, une explosion à ta gauche, une autre à ta droite, au même instant exact, peuvent ne pas l'être du tout pour un observateur en mouvement par rapport à toi. Pour lui, l'une précède clairement l'autre. Il n'y a pas de fait absolu sur ce qui se passe en même temps dans l'univers. L'ordre même des événements, dans certains cas, dépend de qui regarde. Hermann Minkowski, l'ancien professeur d'Einstein, a donné à cette idée sa forme mathématique définitive en 1908. Il a prononcé une phrase devenue célèbre. « Désormais, l'espace en lui-même et le temps en lui-même sont condamnés à s'évanouir en de simples ombres, et seule une sorte d'union des deux conservera une réalité indépendante. L'espace-temps, un seul tissu à 4 dimensions. Et toi, tu te déplaces à travers ce tissu sans même t'en rendre compte, tissant le fil unique de ta propre existence. Respire un instant. Je sais que ces idées peuvent donner le vertige. C'est normal. Ton cerveau a été sculpté par des millions d'années d'évolution pour percevoir un temps qui coule, parce que c'était utile pour survivre, pour chasser, pour fuir, pour aimer. Mais l'univers n'a aucune obligation de correspondre à tes intuitions. Et c'est précisément quand tes intuitions craquent que tu touches du doigt quelque chose de plus profond. Reste avec moi. Le plus vertigineux est encore devant nous. Einstein a formulé cela en 1905 dans son article fondateur sur la relativité restreinte, en proposant une expérience de pensée devenue légendaire. Imagine un train lancé à grande vitesse sur une voie rectiligne. Un éclair frappe simultanément les 2 extrémités du train selon l'observateur sur le quai. Mais pour le passager assis au centre du train en mouvement, les 2 éclairs n'arrivent pas en même temps. L'un précède l'autre. 2 observateurs, 2 simultanéités radicalement différentes. Aucun n'a tort. La simultanéité n'est pas absolue. Cette relativité de la simultanéité a des implications qui glacent le sang lorsqu'on les pousse à leur conclusion logique.
Imagine un observateur qui se déplace à une vitesse modeste, disons 1% de la vitesse de la lumière, dans la direction d'une galaxie lointaine, à 10 milliards d'années-lumière. Son plan de simultanéité, la tranche de l'univers qu'il appelle maintenant, coupe l'histoire de cette galaxie à un moment radicalement différent de celui d'un observateur stationnaire. La différence peut atteindre des centaines de millions d'années. Pour l'un, maintenant, là-bas correspond à l'ère des dinosaures sur Terre. Pour l'autre, à un futur que nous ne verrons jamais. Les diagrammes de Minkowski rendent cette réalité visible avec une clarté géométrique saisissante. Dans un tel diagramme, le temps monte verticalement, l'espace s'étend horizontalement. La trajectoire de la lumière trace des lignes diagonales à 45 degrés. Tout ce qui peut atteindre causalement, informations, signaux, particules, doit voyager à l'intérieur de ce cône de lumière. Et la région en dehors du cône, appelée région de genre-espace, est fondamentalement inaccessible. Aucune cause, aucun effet, aucun lien physique possible. La géométrie seule décide de ce qui peut influencer quoi. Ce que cela implique pour toi est d'une profondeur qu'on n'ose pas regarder directement trop longtemps. Si la relativité de la simultanéité est vraie, et elle l'est, vérifiée à des niveaux de précision extraordinaires, alors la frontière entre ce qui est passé et ce qui est futur n'est pas une réalité absolue. Elle dépend de ta vitesse. Elle est relative. Ce qui signifie que le présent lui-même, cet instant que tu ressens comme l'unique réalité, est une construction émergente de ta position et de ton mouvement dans l'espace-temps. Pas une propriété fondamentale de l'univers. Pourtant, tu sens le temps passer. Quelque chose en toi résiste à ce tableau. Tu ressens un avant et un après, avec une force qui paraît irrésistible. Tu vieillis. Tes souvenirs s'accumulent vers un passé que tu ne peux pas revisiter. Tes projets pointent vers un futur que tu n'as pas encore atteint. Tu ressens une flèche, une direction, un courant dans lequel tu es embarqué sans possibilité de faire demi-tour. Si l'univers bloc est vrai et que tout coexiste simultanément, pourquoi ressens-tu le temps comme un fleuve qui ne coule que dans un seul sens? La réponse est l'une des plus belles et des plus troublantes de toute la physique. Elle a un nom austère, presque intimidant, mais qui cache une idée d'une profondeur extraordinaire. L'entropie. Ludwig Boltzmann, physicien autrichien du XIXe siècle, a compris quelque chose de fondamental, que ses contemporains ont mis des décennies à accepter. L'univers tend toujours vers le désordre. Toujours, sans exception. Et c'est cette tendance irréversible qui crée en toi la sensation d'un temps qui passe dans un seul sens. Une tasse brisée ne se recolle pas toute seule. La fumée ne rentre pas dans la cigarette. La chaleur ne passe pas spontanément d'un objet froid vers un objet chaud. Un glaçon placé dans un verre d'eau tiède fond, il ne se reforme jamais spontanément en aspirant la chaleur de l'eau. Ces exemples du quotidien te semblent évidents, presque triviaux. Mais ils codent quelque chose de cosmique, la deuxième loi de la thermodynamique, l'une des lois les plus solidement établies de toute la physique. L'entropie, mesure du désordre d'un système, augmente toujours dans un système isolé. C'est précisément cette asymétrie, plus de désordre dans le futur que dans le passé, qui crée en toi la sensation d'une flèche du temps. Tu te souviens du passé, parce que les traces du passé s'inscrivent dans ta mémoire de façon causale. Les événements passés laissent des empreintes dans le monde physique,
et ton cerveau est lui-même un système physique qui enregistre ces empreintes. Tu n'as pas de souvenir du futur parce que le futur n'a pas encore laissé de traces. Mais voici ce qui va te faire vaciller. Les lois fondamentales de la physique, celles qui gouvernent les particules individuelles, les électrons, les quarks, les photons, sont parfaitement symétriques dans le temps. Tu peux les lire à l'envers, et elles fonctionnent aussi bien. Un électron qui oscille peut osciller aussi bien dans un sens que dans l'autre. Un photon émis peut être réabsorbé. Il n'y a pas, dans les équations fondamentales, de flèche du temps inscrite. La direction que tu ressens émerge de la statistique, de l'immense nombre de particules qui composent ton corps et le monde autour de toi, mais pas de la physique la plus profonde. C'est une asymétrie statistique, pas une asymétrie fondamentale. Et elle a une explication encore plus troublante. La raison pour laquelle l'entropie augmente vers le futur, et non vers le passé, est que l'univers a commencé dans un état d'entropie extrêmement basse. Le Big Bang était un état d'ordre extraordinaire. Et depuis ce moment initial, l'univers se détend vers le désordre, comme un ressort libéré de toute compression. La flèche du temps que tu ressens est l'écho de ce moment initial de perfection cosmique. Boltzmann lui-même était si troublé par ses propres découvertes qu'il sombra dans une profonde dépression. Ses contemporains refusaient de croire en l'existence des atomes, les fondations de toute sa théorie. Il mourait en 1906, incompris, avant que la physique ne lui donne entièrement raison. Sa tombe à Vienne porte, gravée dans la pierre, sa formule SEIA K log W. Un homme qui comprit comment fonctionne le temps et en fut peut-être détruit. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est ce que la mécanique quantique allait révéler un siècle plus tard. Mais il y a une conséquence de l'entropie que peu de gens osent regarder en face. Si l'univers tend inexorablement vers le désordre maximal, alors il s'achemine vers un état que les physiciens appellent la mort thermique, le Big Freeze. Dans des trillions d'années, toutes les étoiles se seront éteintes, tous les trous noirs se seront évaporés, et l'univers ne sera plus qu'un océan froid et uniforme de rayonnement, sans structure, sans différence, sans rien qui puisse se passer. Un univers où le temps lui-même perdrait sa signification, car sans différence d'entropie, il ne se passe plus rien. Aucun événement, aucun changement. Et s'il ne se passe plus rien, le temps a-t-il encore un sens? Certains physiciens soutiennent que dans cet état final, le temps cesserait effectivement d'exister de façon significative. Non pas qu'il s'arrête, mais qu'il n'y aurait plus aucune horloge possible, aucun processus pour le mesurer. Le temps, encore une fois, se révèle non pas comme un décor fixe du cosmos, mais comme quelque chose qui dépend de ce qui se passe. Et puis, il y a une idée presque insupportable, imaginée par Boltzmann lui-même. Si l'univers est assez vaste et assez ancien, le hasard pur pourrait, par fluctuation statistique, faire émerger spontanément de l'ordre à partir du chaos. Un cerveau pourrait se former par accident dans le vide, avec de faux souvenirs, pendant un bref instant, avant de se dissoudre. On appelle cela un cerveau de Boltzmann. L'idée est si troublante que les physiciens l'utilisent comme test. Toute théorie cosmologique qui prédit trop de ces cerveaux fantômes est probablement fausse. Garde cette idée à l'esprit. Elle nous dit quelque chose de profond. L'ordre, la vie, la conscience, toi, est statistiquement improbable. Tu es une poche d'ordre extraordinairement rare dans un univers qui tend vers le désordre. Chaque battement de ton cœur, chaque pensée,
est une victoire temporaire et précieuse contre l'entropie. Tu es, littéralement, de l'ordre qui se contemple lui-même, contre toutes les probabilités. Et c'est ici que la mécanique quantique entre en scène pour tout compliquer encore davantage. Boltzmann a formalisé l'entropie en 1877 avec son équation célèbre S K K log W gravée sur sa tombe à Vienne. Ici, W est le nombre de micro-états microscopiques compatibles avec l'état macroscopique observé, la quantité de façons d'arranger les atomes, de façon invisible, pour produire la même apparence visible. Plus W est grand, plus l'entropie est élevée. Une pièce rangée a un W très petit. Il existe peu de configurations atomiques qui produisent un rangement parfait. Une pièce en désordre a un W astronomique. L'univers préfère le désordre par pure arithmétique statistique. Le démon de Maxwell a hanté la physique pendant 70 ans. James Clerk. Maxwell, l'unificateur de l'électricité et du magnétisme, l'imagina en 1867. Un être minuscule qui surveille les molécules d'un gaz séparées en deux compartiments et n'ouvre la trappe entre eux que pour laisser passer les molécules rapides d'un côté et les lentes de l'autre. Sans dépenser d'énergie apparente, il crée une différence de température. Il viole la deuxième loi. Mais comment? La réponse, trouvée par Léo Szilard et Rolf Landauer, révèle que mesurer et mémoriser a un coût thermodynamique irréductible. L'information est physique. Le principe de Landauer dit que l'effacement irréversible d'un bit d'information génère nécessairement une quantité minimale de chaleur, kT ln2, où K est la constante de Boltzmann et T la température. C'est un résultat d'une profondeur stupéfiante. Il établit une équivalence fondamentale entre information et énergie thermodynamique. Chaque fois que ton ordinateur efface un registre de mémoire, il réchauffe infinitésimalement l'univers. Pensez à un coût physique mesurable. L'information n'est pas une abstraction. C'est une réalité aussi physique que la masse ou la charge. Boltzmann avait entrevu quelque chose d'encore plus troublant en poussant sa propre théorie jusqu'au bout. Si l'entropie augmente statistiquement mais pas de façon absolue, alors des fluctuations rares peuvent créer n'importe quelle configuration ordonnée depuis le chaos thermique, à condition d'attendre suffisamment longtemps. Dans un univers infiniment vieux en équilibre thermique, il serait statistiquement plus probable qu'un cerveau conscient avec de faux souvenirs complets se forme spontanément depuis le vide thermique que toute l'histoire de l'univers, depuis le Big Bang, n'ait réellement eu lieu. C'est le paradoxe du cerveau de Boltzmann. Impossible à réfuter de l'intérieur. Plonge maintenant avec moi dans l'infiniment petit, dans le monde des électrons, des photons, des quarks, ces constituants ultimes de toute matière et de toute lumière. Un territoire où rien ne fonctionne comme tu l'imagines, où un objet peut être à deux endroits à la fois, où mesurer quelque chose change ce quelque chose de façon irréversible, où la réalité, jusqu'à ce qu'on la mesure, n'est pas encore déterminée. Ce n'est pas de la métaphore. C'est la réalité expérimentale la plus solidement vérifiée de toute l'histoire de la physique. L'équation maîtresse de la mécanique quantique s'appelle l'équation de Schrödinger. Elle décrit comment évolue ce qu'on appelle la fonction d'onde d'un système, une entité mathématique qui encode toutes les probabilités d'observer tel ou tel résultat lors d'une mesure. Et cette équation présente une caractéristique remarquable, presque déconcertante. Elle est parfaitement réversible dans le temps. Si tu connais la fonction d'onde d'un système à un instant donné,
tu peux calculer son état passé avec la même précision que son état futur. Aucune asymétrie, aucune flèche temporelle intrinsèque. Cela signifie que dans le monde quantique fondamental, le passé et le futur sont équivalents. Un électron n'a pas de mémoire. Il n'a pas de direction préférée dans le temps. Pour lui, remonter le temps est aussi naturel que le traverser dans le sens habituel. Et pourtant, ce même électron, agrégé à des milliards d'autres dans ton corps, produit un être qui ressent le temps de façon profondément asymétrique. Comment est-ce possible? C'est l'un des problèmes non résolus les plus fascinants de la physique moderne. Et puis il y a la décohérence. Lorsqu'un système quantique interagit avec son environnement, les photons de la lumière ambiante, les molécules d'air, les vibrations thermiques, ses propriétés quantiques, cette superposition d'états, cette capacité à être plusieurs choses à la fois, s'effacent extrêmement rapidement. Le système choisit un état classique, défini, mesurable. La réalité ordinaire que tu observes n'est pas la réalité fondamentale. C'est une ombre, une projection de quelque chose de beaucoup plus profond et plus riche. L'interprétation des mondes multiples, proposée par Hugh Everett III en 1957, alors qu'il était encore étudiant à Princeton, pousse cette logique jusqu'à son terme le plus vertigineux. À chaque décohérence, à chaque choix quantique, l'univers ne choisit pas, il se divise. Toutes les possibilités existent simultanément, dans des branches d'univers parallèles qui ne peuvent jamais interagir entre elles. Il y a une branche où tu écoutes ce récit jusqu'à la fin, et une infinité d'autres où tu existes aussi, dans d'autres configurations, d'autres chemins de vie. Cette interprétation n'est pas la seule. Il y a aussi l'interprétation de Copenhague, l'interprétation à variables cachées de Bohm, l'interprétation de l'information quantique. Chacune d'elles rend compte des expériences avec la même précision mathématique, mais donne des images radicalement différentes de ce qu'est vraiment la réalité. La physique sait calculer avec une précision extraordinaire. Elle n'est pas encore certaine de ce que ces calculs décrivent. Et c'est dans cet espace d'incertitude que le vertige commence. Laisse-moi te montrer l'expérience qui a brisé l'intuition de générations de physiciens. L'expérience des fentes de Young, version quantique. Envoie des électrons, un par un, vers une plaque percée de 2 fentes. Chaque électron, individuellement, devrait passer par l'une ou l'autre fente. Et pourtant, sur l'écran derrière, une figure d'interférence apparaît, comme si chaque électron était passé par les 2 fentes à la fois, interférant avec lui-même. Une seule particule, 2 chemins, simultanément. Mais voici le coup de grâce. Place un détecteur pour observer par quelle fente passe réellement l'électron. À l'instant où tu regardes, la figure d'interférence disparaît. L'électron se met à se comporter comme une simple particule, passant par une seule fente. Le simple fait d'observer change la réalité de ce qui se passe. La conscience de l'observateur joue-t-elle un rôle? La plupart des physiciens disent non. C'est l'interaction de mesures qui compte. Mais le débat dure depuis un siècle. Et il y a plus étrange encore, l'intrication quantique. 2 particules peuvent être liées de telle sorte que mesurer l'une détermine instantanément l'état de l'autre, même si elles sont séparées par des années-lumière. Einstein détestait cette idée. Il l'appelait avec mépris « l'action fantôme à distance ». Il était convaincu que la mécanique quantique devait être incomplète, qu'il manquait des variables cachées
qui expliquerait tout de façon locale et rassurante. En 1964, le physicien John Bell a trouvé un moyen de trancher le débat, un théorème, une inégalité mathématique précise, qui permettait de tester expérimentalement si Einstein avait raison. Et les expériences, menées par Alain Aspect dans les années 1980, puis perfectionnées jusqu'à valoir le prix Nobel de physique 2022, ont donné un verdict sans appel. Einstein avait tort. Il n'y a pas de variable cachée locale. L'intrication est réelle. L'univers est non local à son niveau le plus fondamental. Pense à ce que cela signifie. Deux particules issues d'une même origine restent liées, corrélées, unies par quelque chose qui transcende l'espace ordinaire, peu importe la distance qui les sépare. Et tout dans l'univers a, à un moment, interagi avec tout le reste. Au tout début, dans la singularité initiale, tout était en contact. D'une certaine façon, subtil, non exploitable pour transmettre des messages, mais réel. L'univers entier porte la mémoire de cette unité originelle. Tu n'es pas aussi séparé du cosmos que tu le crois. Et l'intrication a une autre conséquence vertigineuse pour notre voyage. L'information quantique encodée dans un système intriqué ne réside dans aucune des particules individuelles. Elle vit dans la relation entre elles. C'est une propriété du tout, pas des parties. Garde cette idée précieusement, car lorsque nous reviendrons à la question de ce que tu es vraiment et de ce qui pourrait survivre à ta mort, cette idée que l'information peut vivre dans des relations et non dans des composants isolés deviendra étrangement importante. L'expérience de la double fente de Young, réalisée avec des électrons individuels, révèle quelque chose que l'imagination peine à tenir. Quand tu envoies les électrons un par un, si espacés dans le temps qu'ils ne peuvent pas interagir, et que tu attends des heures que le motif s'accumule sur l'écran, le motif d'interférence apparaît quand même. Chaque électron interfère avec lui-même. Il est passé par les deux fentes simultanément. Sa réalité n'était pas fixée tant qu'il n'a pas touché l'écran. Il n'avait pas de trajectoire définie, seulement une probabilité distribuée dans l'espace. Les inégalités de Bell, testées expérimentalement par Alain Aspect à Paris en 1982, puis avec une précision croissante depuis, ont définitivement tranché la question qu'Einstein avait posée en 1935. L'univers quantique est fondamentalement non local. Des particules intriquées, séparées par n'importe quelle distance, partagent des corrélations qui ne peuvent pas être expliquées par des variables cachées locales, par aucune information précodée au moment de leur séparation. Quelque chose de fondamentalement étrange relie des régions de l'espace qui ne peuvent pas communiquer causalement. La réalité est tissée de connexions qui défient notre géométrie intuitive. L'effet tunnel quantique est une autre démonstration de la façon dont la physique quantique défie toute intuition classique. Une particule peut traverser une barrière d'énergie qu'elle n'a classiquement pas l'énergie de franchir, parce que sa fonction d'onde s'étend de l'autre côté avec une probabilité non nulle. Ce n'est pas un artifice théorique. L'effet tunnel est la raison pour laquelle les étoiles brillent. Sans lui, les protons du Soleil ne pourraient pas fusionner. La barrière de répulsion coulombienne est classiquement infranchissable aux températures solaires. Le Soleil brille grâce à une impossibilité classique résolue par la mécanique quantique. Revenons à l'univers bloc. Pour Einstein, ce n'était pas une hypothèse abstraite réservée au séminaire de philosophie de la physique. C'était sa conviction profonde, nourrie par des décennies de travail sur la relativité générale. Et quelques semaines avant sa mort en 1955, il a exprimé cette conviction dans un contexte
qui la rend infiniment plus humaine et bouleversante. Son ami de longue date, Michel Bessot, le seul homme cité dans son article fondateur sur la relativité restreinte, venait de mourir. Einstein écrivit à la famille de Bessot ces mots qui, une fois qu'on les comprend dans leur pleine résonance physique, glaçant le sang d'une façon étrange et magnifique à la fois, Michel a précédé de peu son départ de ce monde étrange. Cela ne signifie rien. Pour nous, physiciens croyants, la distinction entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion persistante. Une illusion persistante. 3 mots. L'homme qui a réécrit notre compréhension de l'espace et du temps, face à la mort de son ami, y voit une illusion. Ce n'est pas la consolation d'un homme qui ne croit plus en rien et cherche une formule pour traverser le deuil. C'est la conviction rigoureuse d'un physicien qui a passé 50 ans à sonder les fondements mathématiques de la réalité. Einstein voyait dans la mort de Bessot, dans sa propre mort à venir, non pas une destruction, mais la fermeture d'un bord local, dans un espace-temps, où chaque moment existe de façon permanente. Le tube-monde de Bessot continuait d'exister dans la géométrie immuable de l'univers bloc. Quelques semaines plus tard, Einstein mourrait à son tour, à l'âge de 76 ans. On rapporte que ses derniers mots en allemand ne furent pas compris par son infirmière anglophone. Ses équations, elles, continuent de décrire l'univers avec une précision qui n'a pas été prise en défaut en 100 ans. Et cette idée de l'univers bloc, que passé, présent et futur coexistent dans une structure géométrique permanente, reste, aujourd'hui encore, parfaitement compatible avec toutes nos observations cosmologiques. Mais c'est Stephen Hawking qui a posé les questions les plus dérangeantes, en ajoutant la mécanique quantique à la relativité générale. Car là où Einstein travaillait sur la grande structure de l'espace-temps, Hawking a sondé ce qui se passe aux endroits les plus extrêmes, là où la courbe de l'espace-temps devient infinie, là où la gravité est si intense que plus rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Les trous noirs. Hawking a découvert, en 1974, quelque chose que personne n'avait prévu. Les trous noirs ne sont pas entièrement noirs. Ils émettent un rayonnement très faible, ce qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de Hawking, né des effets quantiques à l'horizon des événements, cette frontière au-delà de laquelle rien ne revient. Et ils évaporent lentement, sur des durées astronomiques, des milliards de milliards d'années pour les plus massifs. Mais cela soulève un paradoxe d'une profondeur stupéfiante. La mécanique quantique affirme que l'information ne peut jamais être détruite. C'est un principe fondamental, l'unitarité. Si tu connais l'état quantique complet d'un système à un instant donné, tu peux calculer son état à n'importe quel moment passé ou futur. L'information est préservée. Pourtant, si un trou noir avale un livre, puis s'évapore entièrement, que devient l'information contenue dans ce livre? Si elle disparaît dans la singularité, la mécanique quantique est violée. C'est le paradoxe de l'information de Hawking. Hawking a débattu pendant 30 ans de ce paradoxe avec d'autres physiciens, notamment Kip Thorne et John Preskill. Il pensait initialement que l'information était détruite. Plus tard, il a concédé qu'elle devait être préservée, encodée d'une façon subtile dans le rayonnement de Hawking lui-même. Ce changement de position lui a coûté un pari légendaire. Il a offert à Preskill une encyclopédie de baseball. Mais le paradoxe n'est pas résolu. La physique théorique travaille encore dessus. Et ce qu'il suggère est profond.
la réalité ne perd jamais rien. Il y a un type particulier de trou noir qui rend ce voyage encore plus étrange. Le trou noir en rotation, décrit par le mathématicien Roy Kerr en 1963. Contrairement au trou noir simple, idéalisé, le trou noir de Kerr a une structure interne d'une complexité stupéfiante. Ces équations suggèrent, en théorie pure, l'existence de chemins qui pourraient mener à d'autres régions de l'espace-temps, voire à d'autres univers. La plupart des physiciens pensent que ces chemins sont instables, mais les mathématiques, elles, les autorisent. Et au cœur du trou noir, à la singularité, les équations de la relativité générale d'Einstein cessent purement et simplement de fonctionner. Elles produisent l'infini, et l'infini, en physique, est le signe que la théorie a atteint sa limite. Là, dans ce point de densité infinie, la relativité générale et la mécanique quantique se contredisent violemment. Pour décrire ce qui s'y passe, il faudrait une théorie qui les unifie, la gravité quantique. Une théorie que nous cherchons depuis un siècle et que nous n'avons toujours pas. C'est important pour notre voyage, car la mort, comme la singularité, est un endroit où nos théories actuelles atteignent leurs limites. Nous savons décrire le corps qui cesse de fonctionner, le cerveau qui s'éteint, les neurones qui se taisent. Mais sur la question de ce qu'est fondamentalement l'expérience consciente et de ce qui pourrait lui arriver, nos théories produisent elles aussi une sorte d'infini, un point d'interrogation que ni la physique ni la neuroscience actuelle ne savent encore résoudre. Une avancée récente apporte pourtant une lueur d'espoir sur le paradoxe de Hawking. Depuis 2019, des physiciens comme Ahmed Al-Meiri et Netta Engelhardt ont développé une approche utilisant ce qu'on appelle les îlots quantiques et la formule de l'entropie de Ryu Takayanagi. Leurs calculs montrent que l'information peut effectivement s'échapper du trou noir, encodée de façon extraordinairement subtile dans le rayonnement. La réalité, semble-t-il, trouve toujours un moyen de ne rien perdre. L'information se conserve, même face aux plus voraces des dévoreurs cosmiques. Médite un instant sur cette idée, car elle est l'une des plus profondes de toute la physique moderne. L'univers ne détruit jamais l'information. Il peut la disperser, la brouiller, la rendre pratiquement impossible à reconstituer. Une page brûlée garde en théorie toute son information dans la fumée et les cendres, dispersée au point d'être irrécupérable en pratique. Mais en principe, fondamentalement, rien de ce qui a existé ne disparaît jamais complètement de l'univers. Tout laisse une trace. Tout persiste, sous une forme ou une autre. Roy Kerr, mathématicien néo-zélandais, a trouvé en 1963 la solution des équations d'Einstein pour un trou noir en rotation. Et cette solution révèle une géométrie de l'espace-temps d'une richesse stupéfiante. Un trou noir de Kerr possède non pas un mais deux horizons. Un horizon extérieur et un horizon intérieur de Cauchy. Entre les deux, la géométrie de l'espace-temps est si distordue que la coordonnée temporelle et la coordonnée spatiale échangent leur rôle. L'avenir devient une direction dans l'espace. Tu peux choisir de te déplacer vers le futur dans différentes directions, comme tu choisis de marcher vers le nord ou vers le sud. Penrose a formulé en 1969 la conjecture de la censure cosmique. La nature cacherait toujours les singularités derrière des horizons des événements, préservant la prédictibilité causale de l'espace-temps observable. Une singularité nue, un point de densité et de courbure infinie accessible à un observateur extérieur, permettrait des violations arbitraires de la causalité.
Mais dans les trous noirs de Kerr tournant trop rapidement, certains modèles théoriques suggèrent que la singularité pourrait être exposée. Les simulations numériques les plus récentes donnent des résultats contradictoires. La censure cosmique reste une conjecture non prouvée, l'une des grandes questions ouvertes de la relativité générale. Ralentissons ici, parce que nous avons évité jusqu'à présent la question la plus difficile, la plus personnelle, celle qui donne à tout ce voyage sa signification la plus intime. L'entropie, la relativité, la mécanique quantique. Tout ça s'applique à des particules, à des champs, à de l'énergie. Mais toi, tu n'es pas seulement un arrangement de particules qui suit les lois de la physique. Tu es quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui souffre, qui aime, qui s'émerveille. Tu as une expérience subjective intérieure. Et ça, la physique ne sait pas encore quoi en faire. Le philosophe David Chalmers a nommé ce défi avec une précision remarquable. Le problème difficile de la conscience. Les problèmes faciles de la conscience, et ils sont faciles seulement en comparaison, consistent à expliquer comment le cerveau traite l'information sensorielle, intègre des données provenant de différentes sources, génère du comportement adapté à l'environnement, maintient l'attention, régule l'éveil. Ce sont des problèmes fonctionnels. Extraordinairement complexes techniquement, mais pas philosophiquement mystérieux dans leurs principes. Le problème difficile, lui, est d'une autre nature entièrement. Il demande « Pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose que ça fait d'être toi ?» Pourquoi les neurones qui s'activent dans ton cortex visuel ne produisent-ils pas juste du traitement d'informations et du comportement adapté, mais aussi une expérience? Pourquoi y a-t-il une qualité à voir le rouge, à goûter l'amertume d'un café froid, à ressentir la douleur d'une séparation, à vivre le vertige de cette contemplation cosmique, ces qualités subjectives que les philosophes appellent les qualia, semblent radicalement différentes de tout ce que la physique décrit. Roger Penrose, prix Nobel de physique, l'un des mathématiciens les plus brillants de sa génération, propose avec l'anesthésiste Stuart Hameroff une hypothèse radicale. La conscience pourrait avoir une composante quantique. Des microtubules dans nos neurones, de minuscules structures protéiques, pourraient maintenir des états de superposition quantique, et la conscience serait liée à l'effondrement cohérent de ces états selon des processus impliquant la gravité quantique. C'est la théorie ORC-OR, pour Orchestrated Objective Reduction. C'est controversé. La grande majorité des neuroscientifiques pensent que les effets quantiques à l'échelle des neurones sont annulés trop rapidement par la chaleur biologique ambiante. La décohérence thermique est beaucoup trop rapide pour jouer un rôle cognitif. Mais Hameroff répond que les microtubules pourraient bénéficier d'une protection contre la décohérence. Le débat est ouvert. Penrose est loin d'être un charlatan. C'est l'un des plus grands cerveaux théoriques vivants. Et la conscience reste le mystère central que la science du XXIe siècle n'a pas résolu. Il y a une autre approche, plus radicale encore. Certains physiciens, parmi lesquels Max Tegmark, professeur au MIT, ont proposé que la conscience pourrait être un état de la matière, une phase de la matière organisée, de façon à traiter l'information d'une certaine manière. Tegmark appelle cela le perceptronium, la forme de matière qui génère de la conscience. Si c'est correct, alors la conscience n'est pas un épiphénomène mystérieux qui émerge de la biologie par un miracle incompris. Elle est une propriété physique, comme la température ou la pression.
Et si la conscience est une propriété physique, si elle obéit aux lois de la physique comme toute autre propriété de la matière, alors les questions que nous posons sur ce qui lui arrive après la mort deviennent des questions de physique, pas de théologie, pas de métaphysique spéculative, mais de physique, des questions auxquelles nous n'avons pas encore les outils pour répondre, mais des questions légitimes, sérieuses, que les physiciens les plus rigoureux du monde prennent au sérieux. Mais ce que les physiciens ont découvert ensuite change tout. Il existe une autre théorie sérieuse, peut-être la plus respectée aujourd'hui dans les neurosciences, la théorie de l'information intégrée, proposée par Giulio Tononi. Selon elle, la conscience correspond à la quantité d'informations qu'un système intègre comme un tout unifié, une grandeur que Tononi note phi. Plus un système intègre l'information de façon irréductible, plus il est conscient. Cette théorie a une implication stupéfiante. La conscience ne serait pas une propriété exclusive du cerveau humain, mais une propriété graduée, présente à des degrés divers dans toute la nature. Et si la conscience est une question d'information intégrée, alors la question de la mort devient celle-ci. Que devient cette intégration quand le cerveau cesse de fonctionner? L'information qui te constituait, les motifs, les relations, la structure intégrée de ton expérience, se dissout-elle dans le désordre ou se conserve-t-elle d'une façon que nous ne comprenons pas encore, comme l'information qui s'échappe d'un trou noir? La physique de l'information et la science de la conscience se rejoignent ici, au bord du plus grand des mystères. Mais ce que les physiciens ont découvert ensuite change tout. Le principe d'incertitude d'Heisenberg est souvent mal compris. Ce n'est pas une limite de nos instruments de mesure. Ce n'est pas que nous perturberions la particule en la mesurant, même si c'est vrai. C'est quelque chose de plus profond. La particule elle-même ne possède pas simultanément une position et une quantité de mouvement définie. Ce n'est pas qu'elle les a, mais que nous ne pouvons pas les connaître toutes les deux. C'est qu'elles n'existent pas simultanément comme valeur définie dans la réalité. L'indétermination est intrinsèque à la nature. La réalité est fondamentalement probabiliste à l'échelle quantique. Giulio Tononi a développé la théorie de l'information intégrée, ou IIT, pour tenter de donner une définition mathématique précise de la conscience. Au cœur de cette théorie se trouve la quantité F, phi, qui mesure la quantité d'informations qu'un système génère au-delà de ce que ses parties génèrent indépendamment. Un système avec un F élevé a une richesse causale interne irréductible à ses composants. Et la théorie prédit que tout système avec un F non nul a une expérience subjective, même minime. Cette théorie a une conséquence vertigineuse. Même des systèmes simples comme les réseaux logiques pourraient avoir des degrés d'expérience, si ténus soient-ils. La conséquence philosophique directe de la théorie de l'information intégrée est le panpsychisme. La conscience n'est pas une propriété émergente exclusive au cerveau complexe, mais une propriété fondamentale présente à tous les niveaux d'organisation de la matière, en degrés variables. Un thermostat, une cellule, un atome auraient une forme infinitésimale d'expérience. Le cerveau humain en aurait une quantité astronomique. Cette idée, qui semble à première vue absurde, est défendue sérieusement par des philosophes comme David Chalmers et Philip Goff, et par certains physiciens. Elle résoudrait le problème difficile en le rendant universel, mais au prix d'une révolution ontologique totale.
David Chalmers a imaginé les zombies philosophiques pour pointer le fossé entre physique et expérience. Un zombie philosophique est un être physiquement identique à toi, même cerveau, même neurones, même comportement, mais chez qui il ne se passe rien subjectivement. Un être qui dit « j'ai mal » quand on le blesse, mais qui ne ressent rien. Est-ce conceptuellement possible? Si oui, la conscience est quelque chose que la physique seule ne peut pas expliquer. Et la physique, aussi précise soit-elle, raterait quelque chose d'essentiel sur la réalité. Chalmers pense que les zombies sont conceptuellement possibles, ce qui lui semble prouver que la conscience dépasse la physique. Max Tegmark, professeur au MIT et auteur de Notre univers mathématique, a proposé que la conscience soit un état de la matière à part entière, le perceptronium. Comme la glace et l'eau liquide sont des états différents du même ensemble de molécules H2O, la conscience serait un état de la matière organisée selon un certain pattern d'intégration causale. Cette formulation a l'avantage de rendre la conscience une propriété physique mesurable, pas un mystère métaphysique. Et si la conscience obéit à des lois physiques, alors les questions sur sa persistance après la mort deviennent des questions de physique, pas de croyance. Ce que toutes ces théories ont en commun, IIT, OR, perceptronium, c'est de tenter de faire rentrer la conscience dans le cadre de la physique, de montrer qu'elle n'est pas une exception mystérieuse aux lois naturelles, mais une manifestation particulière de ces mêmes lois. Et si c'est vrai, si la conscience est une propriété physique régie par des équations, alors la question de ce qui arrive à la conscience après la mort n'est pas fondamentalement différente de la question de ce qui arrive à l'information dans un trou noir. C'est une question de physique, avec peut-être un jour une réponse de physique. Revenons maintenant à la grande question, avec tout ce bagage. Dans l'univers bloc d'Einstein, qu'est-ce que la mort? C'est une limite dans le temps. Ton tube-monde, la ligne que trace ton existence à travers les 4 dimensions de l'espace-temps, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, a un début et une fin. La naissance est une extrémité du tube, la mort est l'autre. Mais le tube lui-même, lui, ne disparaît pas. Il reste gravé dans la géométrie de l'univers, aussi permanent que les étoiles qui l'ont illuminé. Imagine ton existence comme une sculpture dans le marbre du temps. Une fois sculptée, elle ne peut être effacée. Chaque moment que tu as vécu, chaque joie, chaque douleur, chaque instant de connexion authentique avec un autre être humain, chaque nuit d'insomnie où tu as regardé le plafond en cherchant un sens, chaque matin où la lumière t'a traversé d'une façon que tu ne pourras jamais vraiment décrire. Ces moments existent dans la structure de l'espace-temps, aussi sûrement que les galaxies que nous observons à des milliards d'années-lumière. La mort ne détruit pas ces moments. Elle ferme simplement un côté de la sculpture. Et selon certains physiciens qui prennent l'univers bloc au sérieux, parmi lesquels Julian Barbour, auteur de The End of Time, la notion même d'une mort qui efface quelque chose est une confusion conceptuelle. Dans l'univers bloc, rien n'est jamais effacé. Tout est là, simultanément. L'effacement lui-même serait une illusion, un artefact de notre perspective limitée qui se déplace le long de son propre tube-monde. Imaginons maintenant quelque chose encore plus vertigineux. Tu t'approches d'un trou noir. Pour un observateur lointain qui te regarde avec ses télescopes, tu ne franchiras jamais l'horizon des événements.
La dilatation du temps due à la gravité extrême ralentira ton image indéfiniment. Tu seras vu ralentir de plus en plus, figé dans le temps, comme un insecte dans l'ambre cosmique, ton image rougissant et s'estompant pendant des durées astronomiques. Pour cet observateur, tu n'es jamais mort à la surface du trou noir. Tu y existes toujours, éternellement suspendu. Pour toi, en chute libre vers le trou noir, tu franchirais l'horizon des événements sans même t'en apercevoir. Les équations de la relativité garantissent une transition douce, sans singularité locale. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur, approchant la singularité centrale, que les forces de marée, la différence de gravité entre ta tête et tes pieds, te déchireront en quelque chose que les physiciens appellent, avec un humour noir, la spaghettification. Deux observateurs, deux réalités radicalement différentes de ta mort. Les deux sont également valides selon les équations. Certains physiciens vont encore plus loin. Max Tegmark du MIT et le cosmologiste Brian Greene explorent les conséquences d'un univers spatialement infini, hypothèse compatible avec nos meilleures mesures du fond diffus cosmologique. Dans un univers réellement infini, par simple statistique combinatoire, chaque configuration possible de matière se réalise un nombre infini de fois. Quelque part, à des distances que ton cerveau ne peut pas concevoir, bien au-delà de l'horizon cosmologique observable, il existe un double de toi exact, atome par atome. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la conséquence logique et mathématiquement rigoureuse d'un univers spatialement infini, uniforme, à grande échelle. Tegmark en déduit une conclusion troublante sur la mort. Dans le cadre d'un multivers infini, la mort serait la fin de ta configuration locale. Mais la configuration elle-même, l'information qui te constitue, existerait ailleurs, dans d'autres régions de l'infini cosmique, d'autres instances du même arrangement d'atomes, qui font que tu es toi. La science ne peut pas encore confirmer l'infinité de l'univers, mais elle ne peut pas l'exclure. Il y a enfin une hypothèse encore plus radicale, celle de Max Tegmark dans sa forme la plus développée, l'hypothèse mathématique de l'univers. Notre univers n'est pas seulement décrit par les mathématiques, il est des mathématiques. Toute structure mathématique cohérente existe en tant que réalité physique quelque part, ce qui implique que toute configuration possible de conscience, toute variation de ton expérience subjective, existe dans un univers mathématique cohérent. La mort serait simplement une transition vers une autre structure mathématique. Mais ce que les physiciens ont découvert ensuite change tout. La cosmologie inflationnaire, proposée par Alan Guth en 1980, a résolu plusieurs problèmes fondamentaux du modèle du Big Bang standard. Pourquoi l'univers est-il si uniforme à grande échelle? Pourquoi sa géométrie est-elle si proche d'être parfaitement plate? Pourquoi n'observe-t-on pas de monopole magnétique que la physique des particules prédit pourtant? La réponse de Guth: dans les premiers 10,36 secondes, l'univers a subi une expansion exponentiellement rapide, l'inflation, qui a lissé toute hétérogénéité initiale et dilué toute particule exotique. Une seconde cosmique qui a redessiné l'univers entier. L'inflation quantique prédit quelque chose d'encore plus vertigineux, l'inflation éternelle et les univers à bulles. Dans certains modèles, le champ quantique qui pilote l'inflation ne s'arrête pas uniformément. Des fluctuations quantiques créent des régions où l'inflation se termine localement, formant des bulles d'univers post-inflationnaire.
notre univers observable tout entier serait l'intérieur d'une de ces bulles. D'autres bulles continueraient d'exister dans un océan d'inflation éternelle, qui ne s'arrête jamais globalement. Chaque bulle, un univers complet, avec potentiellement des lois physiques différentes. Le principe anthropique pose avec force la question de pourquoi les lois de la physique ont exactement les valeurs qui permettent notre existence. La constante cosmologique, l'énergie du vide, est ajustée avec une précision de 120 décimales pour ne pas provoquer soit l'effondrement rapide de l'univers, soit son expansion trop violente pour former des galaxies. La masse de l'électron, la force de la gravitation, la constante de la force forte, si l'une d'elles variait d'1%, ni les étoiles, ni les atomes lourds, ni la chimie du carbone, ni la vie ne seraient impossibles. La version faible dit simplement « Nous observons ces valeurs parce que les autres ne nous permettraient pas d'être là pour observer. » La version forte du principe anthropique va plus loin et affirme que l'univers doit avoir ses propriétés parce qu'il doit permettre l'émergence d'observateurs conscients à un moment de son histoire. Cette version est plus controversée. Elle semble introduire un biais téléologique dans la physique, comme si l'univers avait un but. Mais dans le cadre du multivers, le principe anthropique retrouve une signification purement statistique. Parmi les innombrables univers avec des constantes différentes, nous habitons nécessairement celui qui permet notre existence. Pas de dessein, juste de la sélection statistique dans un espace de possibilités infinies. Gerhard T. Hooft et Leonard Susskind ont développé le principe holographique à partir d'une découverte surprenante de Jacob Bekenstein et Stephen Hawking. L'entropie d'un trou noir est proportionnelle à la surface de son horizon des événements, pas à son volume. La quantité d'informations qu'un trou noir peut contenir est limitée par sa surface, comptée en unités de longueur de Planck au carré. T. Hooft et Susskind ont généralisé cette idée à l'univers entier. Toute l'information dans un volume d'espace-temps peut être encodée sur la frontière bidimensionnelle de ce volume. La réalité à 3 dimensions serait une projection holographique d'une physique fondamentale à 2 dimensions. La correspondance ADS-CFT, découverte par Juan Maldacena en 1997, est la réalisation la plus concrète du principe holographique. Elle établit une équivalence mathématique exacte entre une théorie des cordes dans un espace-temps à 5 dimensions avec courbure négative, l'espace anti de Sitter, et une théorie des champs conforme à 4 dimensions sur sa frontière. 2 théories apparemment très différentes décrivent exactement la même physique. Ce résultat suggère que la gravité elle-même pourrait être une propriété émergente, holographique, que l'espace-temps que nous habitons pourrait être la projection d'une réalité physique plus fondamentale sans gravité. Le théorème de Bekenstein-Hawking dit que l'entropie d'un trou noir est S NA 4 en unité de Planck, où A est l'aire de l'horizon des événements. Cette formule, d'une simplicité trompeuse, unit la relativité générale, la mécanique quantique et la thermodynamique en une seule équation. Elle implique que chaque bout de surface de l'ordre d'une longueur de Planck carré porte exactement un bit d'information. Et si l'univers entier est holographique, si toute sa physique peut être encodée sur sa frontière à 2 dimensions, alors l'information qui te constitue, l'information qui fait que tu es toi, n'est peut-être pas dans le volume tridimensionnel de ton corps. Elle est dans le tissu même de l'espace-temps.
Nous voilà au bord. Le bord de ce que la science sait et de ce qu'elle ne sait pas encore. Et je veux faire ici quelque chose d'honnête, quelque chose que les vidéos de pseudosciences ne font jamais. Je vais te dire clairement ce qui est établi, ce qui est spéculatif et ce qui reste complètement inconnu, sans mélanger les trois catégories. Parce que mélanger les trois catégories est exactement ce que fait la mauvaise vulgarisation scientifique. Et tu mérites mieux. Ce que la physique dit avec une très haute certitude. Le temps, tel que tu le vis, est une construction émergente, pas une réalité fondamentale de l'univers. La relativité restreinte et générale d'Einstein sont parmi les théories les mieux vérifiées de toute l'histoire de la science. Elles n'ont jamais été prises en défaut dans leur domaine de validité. La flèche du temps est statistique, issue de l'entropie, pas une loi fondamentale, asymétrique. Les équations fondamentales de la physique sont symétriques dans le temps. L'univers bloc est compatible avec toutes nos observations. Ce que la physique dit avec moins de certitude, mais qui est sérieusement exploré. Le paradoxe de l'information de Hawking et ses implications pour la préservation de l'information dans l'univers. Les interprétations de la mécanique quantique, des mondes multiples d'Everett à la conscience quantique de Penrose, sont des hypothèses sérieuses, soutenues par des physiciens rigoureux, mais qui n'ont pas encore de confirmation expérimentale directe. L'infinité spatiale de l'univers est compatible avec les mesures actuelles, mais non confirmées, ce que la physique ne sait pas encore et ne peut pas encore répondre. Si la conscience est purement classique ou a une composante quantique fonctionnellement significative. Si l'information qui constitue ton expérience subjective est préservée dans un sens qui aurait une signification après la mort. Si les univers parallèles d'Everett existent en tant que réalité physique, ce que sont réellement les qualia, et pourquoi il y a une expérience subjective du tout. Ce sont des questions ouvertes actives, pas des questions résolues dans un sens ou dans l'autre. Albert Einstein, en perdant Michel Bessot, n'a pas trouvé de réconfort dans la promesse d'un paradis. Il l'a trouvé dans la physique. Dans la conviction que les moments partagés avec Bessot, leurs discussions nocturnes sur la physique, leurs désaccords intellectuels, leurs années de travail parallèles, leurs déjeuners à Berne en 1905, quand ils résolvaient ensemble les problèmes qui allaient changer la physique, existaient de façon permanente dans la géométrie de l'espace-temps. Pas dans un ciel imaginaire, dans la structure réelle de la réalité. Carl Sagan, l'autre grand vulgarisateur de la physique cosmique du XXe siècle, exprimait la même idée d'une façon qui touche directement à ta propre substance. Nous sommes de la poussière d'étoiles qui s'est mise à contempler les étoiles. Les atomes de carbone dans ton corps ont été forgés dans les cœurs nucléaires d'étoiles qui ont explosé en supernova il y a des milliards d'années. Le fer dans ton sang, l'oxygène dans tes poumons, le calcium dans tes os, tout ça vient d'étoiles mortes. Tu es littéralement une étoile recyclée qui se demande ce qu'est le temps. Et quand tu mourras, ces atomes continueront leur voyage. Dans la terre, dans l'eau, dans d'autres formes de vie peut-être. Dans des millions d'années, certains de ces atomes pourraient faire partie d'une autre créature consciente qui lève les yeux vers le même ciel et se pose les mêmes questions. Dans des milliards d'années, quand le Soleil sera devenu une géante rouge, certains de ces atomes pourraient être éjectés dans l'espace interstellaire et rejoindre un jour le nuage de gaz
qui formera une nouvelle étoile, un nouveau système planétaire, peut-être une nouvelle forme de vie. La matière, elle, ne meurt jamais. Mais revenons à la question que tu portes vraiment, pas celle de tes atomes. Tu sais bien que la continuité de la matière n'est pas ce que tu cherches quand tu penses à la mort. La question que tu portes, c'est celle du fil. Ce fil de conscience, cette continuité de l'expérience subjective, ce quelque chose que ça fait d'être toi, qui persiste de moment en moment, de jour en jour, d'année en année. Est-ce que ce fil continue, se transforme-t-il, disparaît-il entièrement, au moment où le cerveau cesse de fonctionner? Honnêtement, nous ne savons pas encore. La physique ne peut pas encore répondre à cette question de façon certaine, ni dans un sens ni dans l'autre. Et voici ce que je trouve le plus important. Les deux réponses possibles, que la conscience disparaît entièrement à la mort, ou qu'elle se transforme ou persiste d'une façon que nous ne comprenons pas encore, sont compatibles avec la physique actuelle. La physique ne prouve pas que la conscience meurt avec le cerveau. Elle ne prouve pas non plus qu'elle continue. Elle dit « Nous n'avons pas encore les outils pour trancher ». Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde de ce voyage. Non pas une réponse consolante ou terrifiante, mais une invitation à tenir la question ouverte, avec honnêteté intellectuelle. Vivre avec cette incertitude, non pas dans l'angoisse qui paralyse, mais dans l'émerveillement qui ouvre, c'est peut-être la posture la plus authentiquement humaine face à la mort. Ne pas prétendre savoir ce que personne ne sait encore. Ne pas fermer les questions par peur du vide qu'elles ouvrent. Les tenir vivantes, lumineuses, comme autant de lanternes dans l'obscurité du cosmos. Nos intuitions nous disent que le temps coule comme une rivière, implacablement, dans un seul sens. La physique dit que cette impression, aussi réelle qu'elle soit pour toi, est une émergence statistique, pas une loi fondamentale. Nos intuitions nous disent que la mort est une fin absolue, un effacement complet. La physique dit que la question est plus complexe et plus ouverte qu'elle n'y paraît de prime abord. Nos intuitions nous disent que nous sommes séparés de l'univers, des spectateurs temporaires d'un spectacle qui existait avant nous et continuera après. La physique dit que nous en sommes une expression, peut-être temporaire, peut-être permanente dans l'espace-temps, et que l'information que nous constituons obéit aux mêmes lois que les étoiles. Ce voyage ne s'arrête pas ici. La prochaine fois, nous explorerons quelque chose d'encore plus vertigineux, les trous de verre et ce qu'ils suggèrent sur la structure cachée de l'espace-temps. L'hypothèse de simulation de Nick Bostrom, et pourquoi plusieurs physiciens sérieux la prennent au sérieux comme question philosophique légitime. La cosmologie du rebond, l'idée que notre Big Bang pourrait ne pas avoir été le commencement absolu, mais une transition depuis un univers contractant précédent, des territoires encore plus étranges, encore plus beaux. Si tu veux continuer à voyager avec moi aux frontières de la réalité, dans ces territoires où la science rencontre le vertige existentiel, où les équations touchent à quelque chose qui ressemble à de la philosophie, où la physique pose des questions que nous n'avions jamais osé formuler. Abonne-toi. La prochaine escale t'attend. Et le cosmos, lui, est infiniment plus étrange et plus magnifique que tout ce que tu aurais pu imaginer seul avant de te laisser repartir dans ce monde ordinaire que la physique rend si extraordinaire. Une question. Si le temps est une illusion, si chaque moment de ta vie existe encore quelque part,
gravé dans la géométrie immuable de l'espace-temps. Quel est le moment que tu veux t'assurer de vivre pleinement? Pas comme une métaphore motivationnelle, comme une question de physique. Parce que ce moment, une fois vécu, existera toujours dans la structure de l'univers. Autant qu'il soit beau. Laisse-moi ta réponse dans les commentaires. Je m'appelle le voyageur cosmique. Et ce voyage, nous le faisons ensemble. Pas comme spectateurs et conférenciers, mais comme deux consciences qui se demandent ce que signifie exister dans un univers aussi étrange, aussi vertigineux, aussi magnifique que celui dans lequel nous nous trouvons. Quelque part dans la géométrie de l'espace-temps, ce moment que nous venons de partager existe pour toujours. À très bientôt pour le prochain voyage. Le cosmos attend.